Bonjour à vous tous, bienvenue, bienvenue les amis de la Via Francigena. Je suis content de partager avec vous la directe sur la Via Francigena en France aujourd'hui. Et donc, nous sommes avec vous dans le cadre des émissions en direct organisées pour l'Association européenne des chemins de la Via Francigena. Donc, une petite contribution pour mieux connaître la Francigena, itinéraire culturel du Conseil de l'Europe. Et donc aujourd'hui, nous allons bien découvrir la version française du parcours, plus que 1000 km, 1200 km d'histoire, paysage, patrimoine, gastronomie aussi, nature, et sur les tronçons français. Donc, une petite introduction. Comme vous le savez, la Francigena est un itinéraire culturel du Conseil de l'Europe, certifié en 1994. Et l'AEUF, l'Association européenne des chemins de la Via Francigena, a été créée en 2001. C'est le réseau porteur de l'itinéraire, donc il travaille en collaboration avec les communes, départements, les régions et associations, universités et professionnels du tourisme et de la culture. Donc, la Via Francigena, c'est avant tout, on peut dire, un parcours historique qui met en valeur le patrimoine culturel européen commun en tant qu'expression de la diversité et la identité culturelle. Donc, la Via Francigena entière, c'est un parcours de 2200 km, de Canterbury à Rome, à travers l'Angleterre, la France, la Suisse et l'Italie. Et donc, dans ce cadre, l'itinéraire culturel de la Francigena devient un lieu d'exception. Le symbole d'une nouvelle façon de découvrir les territoires, les cultures et de mieux connaître les personnes. Alors, concernant les tronçons français, que c'est le sujet de la directe d'aujourd'hui, pendant longtemps, la section française n'était pas tellement connue, ou assez connue, ni appréciée peut-être à sa juste valeur, contrairement à la section italienne et suisse. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, tout cela a été changé, s'améliorer de plus en plus, les parcours bien balisé, on peut dire. Il y a un bon réseau d'accueil. Il y a un guide officiel dont on va reparler aujourd'hui, c'est là. Et voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais nous sommes finalement sur la bonne route. Donc, la Francigena en France bouge. Et donc, depuis 2019, la FOF, il a ouvert un office opérationnel de la Via Francigena en France. Et pour mieux développer les réseaux de la Francigena en France. Et donc, dans tout cela, en parlons aujourd'hui avec nos intervenants, que je suis très impatient de vous présenter, de connaître. Et donc, voilà, on va commencer avec Martine Gautron. Bonjour Martine. Bonjour et merci Lucas et surtout merci à tous les amis qui nous ont rejoints là sur les réseaux et en cette fin d'après-midi. Bonjour. Bonjour Martine, vice-présidente de l'Association européenne des chemins Francigena et randonneuse, marcheuse passionnée. Nous en parlons aussi avec Leslie Mossan. Bonjour Leslie. Bonjour. Leslie est responsable de la siège de la Francigena en France. Et bon, il y a beaucoup de travail, mais Sarah, elle a parlé de tout le travail qui est sur la route maintenant. Et nous en reparlons encore avec Julien Moulin. Et voilà. Bonjour Julien. Bonjour à tout le monde. Julien, c'est l'auteur du guide dont on a parlé diffusement la semaine passée aussi avec Christiane Choulet. Et voilà, donc on est là pour parler de la Via Francigena, surtout en France. Et donc 1000 km, 1200 km de parcours. Et on a décidé bien de parler tout d'abord avec Martine. Et Martine, en fait, déjà, tu peux te présenter toi-même beaucoup mieux que la présentation que moi j'ai fait. Et surtout, pourquoi, certainement, tu as eu envie de partir sur la Francigena. Et avec toi, on va découvrir un petit peu le tronçon du chemin à partir de Champlitte vers la Suisse. Et puis on remonte de Canterbury jusqu'à Champlitte. Donc, merci pour cette introduction et pour le voyage qu'on va faire ensemble. Oui, eh bien, en fait, je veux vous parler de la Via Francigena. Comment je l'ai connue, comment je suis arrivée à partir, à marcher dessus. Donc, depuis une quarantaine d'années, je suis une randonneuse curieuse, attirée par les chemins, la nature, l'environnement.
Et jusqu'en 2014, je marchais sur des sentiers de randonnée à la journée, en partant le matin, rentrant le soir, des marches qui pouvaient faire 30, 40 kilomètres. Mais j'étais jamais partie sur ce qu'on appelle de la grande itinérance. Et pourtant, j'étais très attirée et je me disais, de toute façon, un jour, je marcherai sur un chemin de pèlerinage. On te voit sur la route maintenant, Martine. Je pense que c'est toi dans la photo, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Alors là, c'est une photo qu'on voit qui a été prise en 2017. C'était mon mari qui l'avait prise puisqu'on a marché ensemble. C'est après Canterbury, voilà, dans des grands champs cultivés en Angleterre. C'est une curiosité. Effectivement, c'est qu'on peut traverser le chemin, il est balisé, on traverse des grands champs cultivés et c'est droit, tout droit, tout droit. Voilà. Alors, je reviens à cette envie de marcher qui m'attirait tellement. Et en 2009, ma première rencontre avec la Via Francigena, c'est un jour, devant chez moi, à côté de ma maison, un monsieur assis, emmitouflé dans une cape, sous la pluie. Et en fait, c'était Carlo, un pèlerin italien qui marchait sur la Via Francigena. Je ne connaissais pas du tout, c'est la première fois que j'en entendais parler. Nous l'avons accueilli, il a dormi à la maison. Et ce monsieur était chef d'entreprise et il nous a expliqué qu'il avait fait Compostelle et maintenant, il était très heureux de marcher sur la Via Francigena. Et ça a été vraiment, je crois, dans ma tête, un déclic. Je me suis dit, mais pourquoi partir marcher sur Compostelle? Parce que c'était mon idée au départ, alors que la Via Francigena est là, devant ma porte. Et deuxième événement qui m'a poussée à partir sur ce chemin, c'est en 2012, une association, Jacquère et Romieuse, qui vient à Champly, donc là où j'habite en Haute-Saône, région Bourgogne-Franche-Comté, nous parler de la Via Francigena, nous la présenter et nous parler d'un événement qu'ils souhaitent mettre en place qui s'appelle le Pas à Pas. Finalement, cet événement a été organisé grâce à l'Office du tourisme de Champly. À l'époque, Leslie, d'ailleurs, travaillait là, et des bénévoles. Et c'est durant cette journée que j'ai fait la connaissance de Massimo Tedeschi, le président. Je reviendrai sur cette rencontre décisive. À l'époque, j'étais maire déléguée du village de Léfond. Et mon engagement au sein de la commune, c'était quand même compliqué de tout lâcher et de partir là tout de suite sur le chemin. Alors, finalement, j'ai attendu 2014 et on a décidé, mon mari et moi, de partir de la maison en direction de Rome. Alors, premier départ, donc, direction la Suisse. Nous programmons 300 kilomètres à peu près sur 10 jours. Alors, pour moi, une expérience complètement nouvelle. Marcher avec sa maison sur le dos, avec dans le sac à dos, je crois qu'on met des craintes, des peurs. Vais-je avoir trop chaud? Vais-je avoir trop froid? Mon apparence, à quoi je vais ressembler le soir au bout d'une dizaine de jours. Martin, l'ennui, la faim. Ça, c'est Champly, n'est-ce pas? Je voulais juste, ça, c'est le lieu de départ. Ça me semble très important de partir, que ça ressemble à Oriolite, une petite commune, que c'est à province de l'Aude. Et c'est le point de départ, l'endroit où tu viens, et il y a le siège de la EWF. Ça me semble important de montrer, c'est magnifique. Tout à fait. C'est le château de Champly, donc, qui est un bâtiment qui appartient, enfin, le château appartient au département de la Haute-Saône, mais donc il est à Champly. C'est une fierté que nous avons d'avoir un tel monument historique sur notre territoire. Et je pense que tout randonneur qui passe à Champly prend ce château en photo. Et effectivement, c'est là, dans une aile du château, que nous avons le siège français de l'AEVF. Voilà, à Champly. Et Martine, je voudrais dire un bonjour aux amis qui sont là avec nous, avec toi, Leslie et Julien. Mais d'abord, Michel Thomas-Pénet,
Salut Michel, Bernard, Oui. Céline, Émile, encore une fois, mon scrivière, Pierre, Luigi, Séverine, et il y a aussi Bernard qui lui demande dommage que vous ayez mis le direct lorsque le débat de l'Assemblée nationale n'est pas terminé. Et je suis d'accord, je pense qu'il y a en France d'autres priorités maintenant peut-être. Oui, mais nous n'avons pas pu joindre M. Édouard Philippe pour lui demander de changer son direct. Ouais, Voilà. on a essayé. Effectivement, c'est dommage. C'est dommage. Voilà. Et non, merci de continuer ton voyage, Martine, de Champly jusqu'à Orbe. Voilà, donc en fait, nous sommes partis exactement, c'était le 9 mai 2014. Alors la première étape, je vais vous en parler un petit peu rapidement, jusqu'à Dampierre-sur-Salon. Donc là, on est vraiment, je dirais, sur un territoire que je connais bien, enfin que je crois connaître bien, mais au fur et à mesure de notre progression, on se rend compte que, eh bien non, on ne connaît pas tout, on n'a pas tout vu, on découvre, c'est vraiment une révélation, je dirais, du bonheur de marcher, d'être là. Et à l'arrivée, évidemment, au bout de 28 kilomètres, un peu talé, un peu mal à droite, mal à gauche, évidemment, on avait trouvé un hébergement simple, vraiment simple, puisque c'est un matelas par terre qui nous accueille. Mais bon, au bout d'une journée, ça y est, je suis déjà dans la peau d'une pèlerine et ça me convient tout à fait. Donc, dès le lendemain, pareil, nous avons vécu des choses qui nous ont appris ce qu'était la grande itinérance, ce que c'était que d'être un pèlerin. À savoir, on s'est dit que dorénavant, nous aurions vraiment une chose à faire tous les matins avant de partir, c'était de vérifier notre pactage. Pourquoi? Parce qu'au bout de 5 kilomètres qu'on était partis, je me rends compte que j'ai oublié les cartes que j'avais programmées pour nos parcours. Bernard se rend compte qu'il a oublié sa casquette et moi, j'ai perdu aussi un billet de 50 € que j'avais mis dans ma pochette. Alors, pour le même jour, pour la deuxième étape, ça faisait beaucoup. Alors, on s'est dit, bon, ok, 5 kilomètres, on ne va pas retourner, c'est beaucoup trop long. Donc, on continue, mais dorénavant, il faudra être plus vigilant. Donc, les kilomètres, les étapes se sont suivies gentiment. Parmi les photos que Luca vient de nous montrer, là, on a aperçu le marquis Jouffroy d'Aban à Besançon. Là, on est dans la vallée de la Loue, après Ornans. Juste avant d'arriver aux sources de la Loue, ce sont vraiment des paysages vraiment merveilleux. Le parcours en lui-même est très bien. Au niveau du balisage, déjà en 2014, il n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, mais je peux vous garantir que jamais nous nous sommes perdus. Au niveau des étapes, c'est pareil pour dormir. Nous avons toujours trouvé toutes les 20, 25, 30 kilomètres un hébergement et vraiment, c'était pas un souci. Donc, après la photo là que vous voyez, nous sommes arrivés donc le même jour, nous étions à Pontarlier, donc la ville la plus importante juste avant la frontière suisse. Mais nous avions décidé de de faire quelques jours en Suisse parce que ça nous plaisait bien. Donc nous sommes entrés en Suisse par, je dirais, la variante qu'est la Via Francigena aujourd'hui, puisque nous sommes passés par l'Auberson, Yverdon et nous nous sommes arrêtés à Orbe. Et c'est là que nous avons décidé, au bout donc de 300 kilomètres, 10 jours de marche, nous avons repris le train à Orbe, direction retour sur Dijon, et voilà, pour rentrer à la maison. Donc ça, c'était, je dirais, le chapitre 1 de notre randonnée. Mais je crois qu'après une telle expérience, même en 10 jours, avec sa maison dans le dos, les rencontres, les paysages que nous avons vus, on n'avait qu'une idée en tête, c'était de continuer. Donc 2015-2016, nous sommes repartis et en 2016, on arrivait à Rome. Mais en rentrant, c'était pas possible. Après, je me suis dit, mais attends, il manque quelque chose. Il nous manque la partie nord. Nous ne connaissons pas du tout
de Canterbury jusqu'à Reims. Il faut absolument que nous le fassions. Donc, nous avons pris cette décision et poursuivi notre chemin. Mais entre-temps, j'avais quand même fait la rencontre. Nous étions rencontrés avec Luca, l'association européenne, et nous avions déjà commencé un travail important pour une meilleure connaissance du chemin en France. Je pense que tu te souviens de ça, Luca? Oui, non, je me souviens de ça et c'était vraiment ça ça passait une éternité, mais c'était vraiment, oui, c'est encore récent, on peut dire. Et si je pense tout le travail qui a été fait à partir de 2012, 13, 14, les années plus récentes, bah, c'est incroyable. Si on imagine que d'ici, bah, peut-être 2003, 14, c'était pas tellement connu quand la Francigena en France. Et c'est vraiment grâce au travail sur le terrain qui a été commencé, bon, ce travail-là avec les communes, les associations, c'est devenu indispensable. Donc, merci à tout ce travail extraordinaire. Et donc, déjà, de rencontrer, mettre en réseau les offices du tourisme. Et non, en plus, c'est un parcours magnifique. Donc, il faut vraiment le faire découvrir. Et donc, ça, c'est important aussi d'animer les parcours. Et non, c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure par rapport aussi à la connexion. Tu es arrivé à Orbe, tu as pris les trains. Tu es revenu chez toi, c'est très important aussi de dire, voilà, le long de parcours, il y a aussi des gares où quelqu'un, quand tu arrives à une terminus, tu peux prendre les trains, tu reviens chez toi, tu peux mettre aussi des vélos si tu veux. Donc, même au niveau de service, on est bien développé déjà, la Francigena en France. Oui. On peut démarrer presque tout le long. Il y a moyen de prendre depuis sa maison, là où on habite, de rejoindre une gare et d'arriver à proximité. C'est pas un souci. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je continue à vous parler de mon périple. Donc, en 2017. Je demande à Julien, je ne sais pas, Julien, si tu veux intervenir plutôt par rapport de parcours de Champlit, l'étape 35 jusqu'à 42 à Orbe. Bah, au niveau nature, c'est très beau déjà, même les parcours. Mais si tu as quelques commentaires techniques sur ces parcours pour donner des infos supplémentaires. Oui, je vais parler comme auteur. Je crois que Martine, elle a bien fait de commencer par cette partie parce que c'est peut-être une des plus belles. Voilà, comme ça, c'est aussi un peu sa région, ses villages. C'est sûr que toute cette partie de Haute-Saône et du Doubs sont vraiment très intéressantes. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour toute la remontée de la vallée de la Loue parce que voilà, ce côté minéral, ce côté eau aussi. On traverse le village de Gustave Courbet. Il y a de l'histoire et j'ai vraiment aimé cette partie du remontée du village de la Loue, évidemment, qui nous amène très vite vers la Suisse. Et je comprends vraiment qu'on ait pu accrocher au pèlerinage, comme l'expliquait Martine, parce qu'on est certainement très, très vite mis dans ce scénario de pèlerin. L'arrivée à Pontarlier, elle est forte parce que ça fait un moment qu'on attend la ville et ça fait du bien. Tout à fait. Bah, je pense qu'on peut reprendre le parcours. Alors, Martine, bon, la semaine prochaine, on va là, vous voyez la photo avec Martine et Evelia, notre vice-président, a été vice-président pour la Francigena dans ce kilomètre zéro. On va en parler diffusement la semaine prochaine, mais je laisse à toi, Martine, la parole pour recommencer notre itinéraire de Canterbury jusqu'à Reims, si je ne me trompe pas. Et donc, on traverse la... Voilà. Donc, en fait, en 2017, pour reprendre un peu la chronologie, comme on disait tout à l'heure, on peut partir sans problème. J'ai repris le train, nous avons repris le train à Dijon et nous avons rejoint la petite, avec l'Eurostar Ashford et ensuite une navette jusqu'à Canterbury. Nous avions un petit peu programmé, beaucoup mieux, je dirais, que le précédent tronçon français dans notre région. On s'est organisé et j'ai rencontré donc Velia Kofi, qui est la vice-présidente pour la partie du Kent, la région du Kent en Angleterre. Et on a eu cette chance-là, c'est de se rencontrer. Elle nous a permis
visiter des monuments qu'on n'aurait peut-être pas visités si nous avions été seuls. Donc le muséum, la bibliothèque, les vestiges de l'abbaye Saint-Augustin, et puis bien sûr la cathédrale. Alors un moment très fort, bien que je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je suis catholique mais non pratiquante. C'est pas la religion qui m'a amenée à faire ce chemin, mais un événement qui est quand même très très fort en émotion, c'est que Véliane nous a fait rencontrer donc un pasteur, enfin une pasteur anglicane qui nous a donné une bénédiction avant que nous démarrions sur le chemin. Donc notre chemin a débuté donc dès le lendemain matin. Et je vous avais vu dans les images au départ, la surprise fut grande parce que là où débute la Via Francigena à Canterbury, on s'est trouvé nez à nez avec un grand panneau avec le tracé donc de Canterbury jusqu'à Rome, et de voir le nom de Champly sur la carte à Canterbury, c'est aussi une émotion. Voilà. Donc, nous avons traversé des parcelles cultivées, comme tu le montrais tout à l'heure. Première étape, 32 km jusqu'à Douvres. Et là-bas, vu l'heure qu'il était, il était à peu près 16h30, 17h, on a fait le choix de prendre tout de suite un ferry et de partir à Calais. Moi, j'avais vraiment à cœur de dormir à Calais. Je voulais découvrir Calais. L'image que j'en avais, c'était vraiment une révélation d'arriver à Calais parce que ça ne correspond pas du tout à l'image peut-être négative que les médias peuvent parfois nous donner. Et dès que nous sommes sortis du bateau, après 1h30 de traversée, nous sommes tombés sur le balisage Via Francigena GR 145, les belles flèches directionnelles. Et vu l'heure, il était près de 19h, donc notre première préoccupation, comme chaque jour, quand on est randonneur, enfant d'itinérance ou pèlerin, c'est où vais-je dormir, où vais-je manger. Ça, c'est vraiment important. Alors, c'est ce que nous avons fait. Nous avons trouvé tout de suite rapidement un hébergement. Et puis, nous avons trouvé un sympathique petit restaurant, histoire de déguster, faire connaissance avec la gastronomie du Nord, et qui est bien sympathique aussi. Et pour moi, c'était une découverte totale. Jamais je n'avais mis les pieds dans les Hauts-de-France. J'ai vu que Marie nous avait rejoint là. Marie habite, j'ai travaillé un petit peu, on a travaillé un petit peu ensemble. C'est là-bas qu'elle habite. Et elle disait toujours que c'était une belle région, mais c'est vrai que c'est une belle région. Ça n'a rien à voir avec notre région de Bourgogne-Franche-Comté. C'est complètement différent, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut découvrir. Par exemple, la ville de Calais, c'est une petite merveille. Ces monuments, bien sûr, le monument des bourgeois de Calais, on nous connaît tous. Son beffroi qui est classé UNESCO, parce que c'est ça aussi, la Via Francigena. C'est non seulement des paysages, mais c'est aussi tout ce patrimoine classé que l'on peut découvrir. À partir de Calais, la deuxième étape, nous longeons, d'ailleurs la photo que vous avez là, nous l'avons pris donc le lendemain. C'est peut-être une des rares journées où il y avait beaucoup de soleil, et donc on voit les ferries qui toute la journée font la navette. Donc l'itinéraire suit pratiquement la plage sur beaucoup de kilomètres, mais passe par le cap Griné. Là, nous voyons, c'est la descente en direction de la mer, et c'est vraiment un régal. Il n'y a pas de difficulté majeure, mais vraiment, c'est sensationnel. Alors, les jours qui suivent, bien sûr, toujours les mêmes préoccupations primaires dont je vous parlais tout à l'heure. Nous n'avons pas beaucoup pris de précautions. Nous réservions souvent nos hébergements le matin ou le soir, mais bon, ça n'a jamais été un souci. Bien sûr, maintenant, avec ça, il n'y a pas de souci. Ce sera encore plus facile. Pour faire le chemin, on a le guide, on a toute la liste des hébergements, c'est beaucoup plus facile.
Donc, une remarque que je me suis fait, je pensais que les Hauts-de-France, c'était plat. Vous savez, il y a une chanson, Jacques Brel, par exemple, dit toujours « chante le plat pays ». Moi, j'ai découvert une région avec du dénivelé. Après Vissant, quand on monte le mont Couple, où on a une formidable vue à 360 degrés sur, aussi bien sur la mer que sur les paysages alentours, eh bien, on a une bonne grimpée bien raide. Donc voilà, ensuite les jours se suivent, des petits villages, nous serpentons autour des champs de pommes de terre, de betteraves, le jardin de la France, disent certains, mais c'est vrai. Ce que je peux vous dire, c'est que jusqu'à Arras, vraiment, je dirais, aucune difficulté majeure au niveau du balisage. Le chemin est bien balisé. J'ai le souvenir qu'à un moment donné, dans une forêt, effectivement, on a eu une petite interrogation parce que il y avait une balise cassée en deux et on se posait des questions parce qu'au milieu d'une forêt, c'est pas toujours évident et sans guide. Mais un conseil que je donnerais, et je suis sûre que Julien, auteur du guide, va pas aller contre, je pense qu'il faut être prévoyant et toujours partir quand même avec une boussole. Maintenant, c'est plus facile puisque sur nos smartphones, nous avons des boussoles et ça aide bien. Non, merci Martine. Et non, merci déjà pour ce très beau voyage. Je demande après à Julien s'il veut faire une petite intervention technique sur ces morceaux de parcours. Et j'avais reçu un message de Benoît qui vous écrit, particulier habitant à Pontarlier. Comment peut-on aider via Francigena? Donc, Benoît, merci pour ton message. Et voilà, on peut tranquillement écrire, se mettre en contact avec le bureau de Champlit, de l'EVOF. Donc, n'hésitez pas à écrire à Leslie ou à Martine. Donc, merci d'avance pour l'aide, le soutien et la collaboration. Et Julien, je laisse la parole à toi pour introduire un petit peu technique ce parti de parcours. Et bon, c'est vraiment très beau. Moi, j'avais la chance de le faire en quarantaine de kilomètres et c'est magnifique. Oui, je crois que Martine, elle a déjà bien résumé l'itinéraire. Quand même chapeau d'avoir été jusqu'à Arras en 8 jours, hein, parce que ça fait des belles étapes. On le décrit dans le guide en 10 jours. J'ai noté une petite remarque très intéressante dans les commentaires avec cette suggestion de faire les étapes de l'Angleterre en 2 fois, en s'arrêtant au milieu à Shepherdale. C'est une bonne idée, mais c'est vrai qu'au niveau du logement, c'est un petit peu restreint. Alors, si on part sur Canterbury pour peut-être visiter Londres ou passer une journée avant, on arrivera sans autre à faire techniquement cette première étape de 27 km environ, mais c'est vrai que ça vaut la peine de s'arrêter dans ces terres anglaises. Moi, un contraste qui m'a énormément plu, c'est la différence des paysages par région. Quand on est en Angleterre, on est vraiment dans quelque chose d'un petit peu littoral au bord de l'Atlantique et hormis la première étape en France, très bien décrite et imagée tout à l'heure, on part ensuite dans ces paysages très, très agricoles, beaucoup de longueur, beaucoup de lenteur, hein, je l'exprimais déjà la semaine dernière. Et je crois que là, Martine, elle donne son ressenti de pèlerin. Peut-être que j'ai encore moins l'âme du pèlerin, voilà, il me manque un petit peu que ce quelque chose, je suis trop montagnard, mais je l'ai ressenti vraiment très, très fort à partir de cette 3e, 4e, 5e étape, quand on passe au Danfort, Visque, Terouanne. C'est vraiment des villages des grands villages un peu abandonnés, et, pas abandonnés, mais moins habités, très agricoles. Et là, vraiment, je crois qu'on devient vraiment pèlerin et voilà, ça vaut la peine de faire tout ce tronçon. Bravo à Martine. Tout est beau, il y a toujours des découvertes à faire. Certains préféreront les villes de Landes, de Reims ou avec leur belle cathédrale, d'autres préféreront ces journées dans les champs, mais tout le monde y trouvera son compte, ça c'est certain, sur cette partie nord du parcours. Oui, et puis ce qu'on peut remarquer dans cette partie nord du parcours, avant d'arriver à Arras, c'est qu'on traverse des villes, des petits villages comme Visque. Moi, c'est un village vraiment qui m'a beaucoup ému. Un village où il y a à peu près 240 habitants, je crois,
mais il y a 2 abbayes monumentales qui font de l'accueil d'ailleurs, qui font de l'accueil pèlerin. Personnellement, nous avions dormi à l'abbaye Notre-Dame. Et quand plus tard, on avance sur le chemin, à la sortie d'une forêt, tomber, parce que c'est comme ça, je le ressens, mais tomber face à Notre-Dame de Lorette et puis voir ces 20 000 tombes, ces 40, découvrir qu'il y a des ossuaires avec 40 000 corps, 294 000 noms gravés sur des pierres, des hommes, des jeunes souvent qui ont été là tués pendant cette terrible guerre. C'est une émotion indescriptible. Et puis donc effectivement, il y a ce côté, je dirais que cette violence justement par rapport à l'histoire de France, mais même l'histoire mondiale, et c'est un cours d'histoire contemporaine. Et en parallèle, il y a ces chants, ces cultures qui vont un peu nous apaiser, nous permettre de voir la vie un peu autrement. Enfin voilà, ça c'est des choses que j'ai ressenties. Et après Arras, c'est vrai que les choses changent, même si je vais enclencher tout de suite sur la 2e semaine que nous avons parcouru un peu moins de kilomètres, 210 à peu près, Arras, Reims. La poursuite du chemin après Arras, c'est vrai qu'on sera encore confronté à cette histoire qui nous a tous marqués, la Grande Guerre, Bapaume, Péronne, où moi je me souviens, nous avons visité donc le mémorial, et c'est très très prenant, tous ces cimetières que l'on traverse, que l'on peut voir le long du chemin. J'ai aussi un souvenir, d'ailleurs je crois que je l'avais envoyé à Lucas, alors je ne sais pas s'il aura mis le monument australien, monument aux morts dédié aux Australiens à Péronne. Ça, c'était des moments d'émotion. Et comme je dis, je le répète, pour adoucir cette violence, même après Arras, on va serpenter à nouveau dans les cultures. Voilà le fameux monument dont je vous parlais. En plus, on n'avait pas de chance. Hein. Vous voyez mon pèlerin de Marie, on peut l'appeler comme on veut, qui a la cape sur le dos, parce que je dirais pour durcir en plus ce chemin, nous avons marché 24 jours au total, je crois, et nous avons eu 21 jours de pluie. Donc c'était quand même un peu difficile, mais le soir on avait la chance chaque soir d'arriver, et, comme par hasard, le soleil arrivait et ça nous permettait de profiter des villages. Donc là, puisqu'on est dans le patrimoine, c'est le monument, l'historial de Péronne qui marque. Hein, c'est le genre de choses qu'on n'oublie jamais. Si on a le temps, en tant que randonneur, de prendre le temps de le visiter, on apprend beaucoup. Voilà, donc effectivement, tout le long du chemin, là, c'est la cathédrale de Laon. Alors, une petite anecdote, je ne sais pas si vous le savez, mais la cathédrale de Laon a servi de modèle pour la construction de Notre-Dame de Paris. À l'époque où elle a été construite, on va dire, c'est la sœur de Notre-Dame de Paris. Donc, Laon est une très belle ville également. Nous avions été accueillis assez chaleureusement par le personnel de l'Office du tourisme. C'est un dimanche qui nous avait aidé à trouver un hébergement parce que, fidèles à nous-mêmes, eh bien, nous n'avions pas réservé d'hébergement et c'était un petit peu compliqué étant donné que c'était le dimanche. Alors, je vois que Céline posait une question. À quelle période nous étions partis? Alors, pour la région de Bourgogne-Franche-Comté, et les années après l'Italie, nous étions partis au printemps. Par contre, là, on avait décidé de partir en septembre parce qu'habituellement, le mois de septembre en France, c'est un mois où il fait beau, où il y a du soleil. Mais là, pas de chance.
Voilà. Mais c'était vraiment une belle expérience. Et oui, je vois aussi un message d'un monsieur de Péronne. À Péronne, d'ailleurs, Luca, Leslie, nous y avons aussi dormi ensemble. Il y a une auberge qui accueille parfaitement bien les pèlerins, les randonneurs. Non, merci Martine. Maintenant, bah, c'est bien aussi de découvrir un petit peu plus les patrimoines Oui. culturels, les patrimoines religieux qui est long de parcours, là comme la cathédrale magnifique des Landes, de Reims, et à travers la Champagne-Ardenne, très connue pour les champagnes, mais voilà, ça va devenir encore plus connu pour la Via Francigena bientôt, j'espère. Et donc, on va continuer l'itinéraire, Martine, on revient vers Champly, donc à toi de finir le quatrième chapitre de ton périple. Après avoir passé l'an, évidemment, donc nous avons poursuivi et nous sommes arrivés à Reims. Alors évidemment, à Reims, que dire de Reims? Il y avait tellement à dire. Avant d'arriver à Reims, on a marché donc quelques kilomètres le long du canal de la Marne. C'était bien agréable. Et à Reims, donc, connu pour ses 3 monuments inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, la cathédrale, bien sûr, le palais de Thau, et puis, je crois, l'abbaye Saint-Rémy, et donc, bien sûr, des choses à prendre le temps de visiter. Et le lendemain, donc, après avoir opté pour une nuit au Centre international d'hébergement, nous avons décidé donc de repartir. Donc le chemin, le GR 145, exactement les flèches que vous voyez là, on les retrouve donc à Reims, bien sûr. Et on va longer à nouveau le canal et à un moment donné, au bout de 3 kilomètres, je ne me souviens plus exactement, on part sur la droite et on va commencer à grimper, voilà, dans les coteaux de Champagne. Donc il faut savoir que les coteaux de Champagne sont classés également au patrimoine de l'UNESCO. Alors voilà, on va côtoyer Moët-et-Chandon, Ruinart, le Champagne, Meum, etc. Et malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de boire une coupe ce jour-là, mais on a bu le lendemain, puisque nous avons eu la chance d'être hébergés chez un habitant dont le fils faisait du champagne. Alors évidemment, on n'a pas manqué ça. Donc, là, petit à petit, on se dirige, on rentre sur Langres, puisqu'on habite à 30 km au sud de Langres. Et de Reims jusqu'à Châlons en Champagne, nous avions fait donc le choix, comme depuis le départ, de marcher sur la Via Francigena, homologuée donc depuis 2018, homologuée sur toute sa longueur GR 145. Mais à Châlons en Champagne, on a pris conscience qu'il fallait qu'on soit rentré à la maison pour une date fixe. Et nous avons donc décidé, en quittant Châlons en Champagne, de prendre le chemin historique. Donc, ce chemin, on ne le trouve pas sur le guide de Julien. Alors, je mettrai en garde les gens qui auraient envie de le faire. C'est tout à fait faisable. Il est peu balisé, donc encore une fois, il faut quand même prévoir de prendre une petite carte et puis une boussole, c'est plus sérieux. Et puis, mais franchement, le fait d'avoir pris ce chemin historique, nous a permis donc de raccourcir notre périple et d'arriver à la date qu'on avait décidé. Mais on s'en est bien sorti et on n'a pas eu de souci d'hébergement parce qu'en fait, il y a une chaîne d'hospitalité qui s'est mise en place et on est hébergé chez des habitants et partout on était bien choyés. Donc, c'est au niveau de René-l'Hôpital, après Vitry-le-François, qu'on a retrouvé le GR 145. Et les petites villes, les villages se succèdent les uns derrière les autres. À nouveau du patrimoine. Et chaque jour, je pense qu'on on découvre des choses. Par exemple, moi, j'ai découvert, je ne le savais pas, donc j'étais moins bête le soir, que Napoléon
séjourné et a été pendant 5 ans élève dans une école militaire à Brienne-le-Château. Et maintenant, donc, il y a un musée, le musée Napoléon à Brienne-le-Château. Et franchement, c'est pareil, c'est une très, très belle étape. Donc, merci Martine. En fait, tu m'avais envoyé aussi quelques photos, jolies, sympas photos sur la gastronomie. Bon, parce que bon, c'est un thème, sujet important. Je dis pas crucial, mais très important. Et la France aussi, bon, comme la Suisse, l'Italie et l'Angleterre, c'est un voyage à travers l'excellente gastronomie du vin, des produits du territoire, mais ça peut être vraiment le sujet d'une directe seulement consacrée à la gastronomie le long du parcours. Et je viens de... j'aimerais bien aussi faire une petite parenthèse sur la partie... On a déjà un petit peu abordé ce sujet de balisage, parce qu'en France, il y a la Fédération française randonnée qui s'occupe des balisages, mais je pense aussi que c'est mieux de dire 2 mots sur sur les balisages. Par exemple, en France, c'est un système que ça marche très différemment qu'en Italie, mais c'est important de le faire connaître. Je vais regarder quelques photos de balisage et je laisse à toi la parole, Martine. Oui, d'accord. Oui, en fait, la Via Francigena, depuis 2015, je crois, a été classée itinéraire de grande randonnée. En France, il y a donc la tête qui s'appelle la Fédération française de randonnée. Et là, c'est elle qui gouverne tous les itinéraires de randonnée en France, que ce soit petite randonnée, moyenne randonnée ou grande randonnée. Donc, la Via Francigena est devenue le GR 145 en 2015 et a été donc reconnue sur tout son parcours de Calais à Pontarlier, donc Via Francigena, GR 145. Et petit à petit, le balisage se met en place, s'améliore. Désormais, la Franche-Comté, c'est un roman qui n'était pas complètement balisé, c'était un peu anarchique. Et les comités départementaux et régionaux de la fédération se sont mis au travail sérieusement. Et enfin, on voit surgir donc de plus en plus des balises. Donc, les balises traditionnelles, itinéraires de grande randonnée, c'est le blanc et le rouge, et avec un numéro, donc la Via Francigena, c'est le GR 145. Pourquoi on en est arrivé là, je pense aussi, c'est que le travail qui a été fait par l'AEVF, l'association européenne, avec le comité régional de randonnée, des Hauts-de-France au départ, et ensuite avec les autres comités, la rencontre de notre président de Luca et Gaëtan et moi-même, nous avons rencontré plusieurs fois le président et le personnel vice-président également de la fédération de la randonnée pédestre en France. Ça a beaucoup contribué à développer donc le balisage et à l'améliorer. Donc en 2018, si ma mémoire est bonne, Oui. avons signé quand je dis nous, c'est l'association européenne et la fédération française ont signé un accord de collaboration pour développer un accord de partenariat pour développer la promotion du chemin sur toute sa longueur et donc améliorer le balisage. Merci Martine. Alors, on a fait un très beau voyage le long de 1100 km de la Via Francigena en France, à partir du premier pas de chez Martine, de 2014 à Champlit. Donc vraiment, merci Martine, merci Julien pour nous avoir accompagnés dans ce beau voyage. J'aimerais bien parler un petit peu plus maintenant sur du travail sur le terrain. On vient de parler qu'il y a beaucoup de travail maintenant sur la Francigena en France. Et depuis 2019, il y a un siège officiel de la Via Francigena et géré par un niveau technique de Leslie, que je remercie pour tout le travail quotidien que chaque jour elle fait. Et le travail, c'est vrai qu'il augmente de plus en plus. Ça, c'est bien parce qu'en France, on parle de 250 communes, si je ne me trompe pas. Donc, c'est vraiment un très long réseau. Et donc, je laisse la parole à Leslie. Leslie, elle est une randonneuse, pas professionnelle comme Martine, mais il y a du potentiel. Je pense qu'il peut vraiment
arriver jusqu'à Santa Maria di Leuca bientôt, mais en tout cas, elle a fait même un très beau chemin l'année passée. Donc, il va intervenir, je vais montrer quelques jolies photos, mais je demande à Leslie d'encadrer un petit peu le travail quotidien sur la Francigena en France et aussi pour parler d'un beau projet de la I Love Francigena qui a été lancé l'année passée en France aussi. Oui, donc ça fait quelques années que je connais la Via Francigena, mais j'ai pas encore pu prendre mon bâton de pèlerin pour faire tout le chemin, mais je compte bientôt pouvoir faire plus de kilomètres. Donc je travaille à Champlit au siège opérationnel depuis 1 an et demi bientôt, et en fait on est vraiment là pour être un support pour toutes les collectivités territoriales, les offices de tourisme aussi, par exemple, les pèlerins, pour que tout le monde devienne un véritable ambassadeur du chemin. Le chemin, il appartient à personne, et le but, c'est de pouvoir le faire vivre, de communiquer. Donc, on est là en tant que support pour la communication, pour l'aide si quelqu'un demande des informations concernant les hébergements. On est aussi là pour aider au niveau de l'itinéraire et sur tout le patrimoine, parce que c'est vrai qu'en France, comme le disaient Luca et Martine, il y a un petit déficit de pèlerins par rapport à l'Italie, qui peut paraître plus exotique, et je voudrais vraiment que toute la partie française soit plus mise à l'honneur. Alors on entend que c'est plat, qu'il y a rien à voir, et c'est faux. Et quand on entend Martine et quand on entend Julien, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a peut-être des endroits plats, mais au niveau de l'histoire et du patrimoine à découvrir. Et voilà, il faut vraiment se lancer, et puis pas du tout avoir peur de venir faire le chemin en France. Pour les hébergements, il y a des hébergements sur toutes les étapes. C'est vraiment pas du tout un problème. Pas du tout un problème d'en trouver. Donc voilà, il fallait qu'il y ait une base institutionnelle en France pour un petit peu essaimer toutes les bonnes ondes de la Via Francigena auprès des habitants, auprès des services de tourisme, des communes, des départements, des régions, voilà, pour que vraiment chacun devienne un ambassadeur du chemin sur son territoire. Merci, Leslie. En fait, je trouve qu'une des choses plus importantes, c'est de faire connaître la Francigena en France. On le sait bien, elle n'est pas tellement connue encore, et surtout mettre en réseau, par exemple, les offices du tourisme, parce que les pèlerins, les randonneurs, quand ils arrivent, ils vont chez, voilà, l'office du tourisme au niveau local, et c'est bien aussi de les informer, faire peut-être d'ici les prochaines 2 années des rencontres pour des formations, pour faire connaître en fait encore mieux l'itinéraire, et c'est pas travailler aussi sur des outils de communication. Et à propos des outils de communication, je crois que les projets d'I Love Francigena, j'aimerais bien que tu peux l'introduire un peu, et j'espère que ça peut devenir encore plus connu en France. Bon, si c'est pas maintenant avec les Covid, si ce sera possible d'ici en septembre d'organiser d'autres I Love Francigena, mais j'espère bientôt, parce que c'est bon, je laisse à toi la parole pour introduire I Love Francigena que vous avez fait l'année passée. Oui, l'année dernière, donc on a organisé 4 marches, 4 journées de marche en Haute-Saône. Donc c'est le nom du projet, ça s'appelle I Love Francigena, et ça s'adressait plus particulièrement aux habitants des communes traversées. Donc 4 samedis en Haute-Saône. On est parti de Champlit pour terminer à Buttes-et-Légy. Et le but, c'était de mettre en relation les habitants, les maires des communes, pour découvrir le chemin qui passe devant chez eux, et pour leur montrer aussi que la Via Francigena, c'est pas que un chemin de pèlerinage, c'est aussi de la randonnée, et c'est aussi toute cette idée autour du tourisme lent, de prendre son temps, de découvrir autrement un territoire, de le protéger.
Et voilà, et on a eu à peu près une trentaine de randonneurs à chaque fois, avec donc une quinzaine de kilomètres. C'était quatre samedis, à peu près 15 kilomètres, avec un super accueil de toutes les communes traversées, soit l'accueil café le matin, soit l'accueil, soit le gâteau du goûter en arrivant vers 4 heures. Et, et voilà, donc on sentait que les maires qui nous accueillaient dans chacune des communes étaient vraiment heureux de faire découvrir leur patrimoine, parce que la Via Francigena, elle traverse à peu près 85% de communes très rurales. Et en dehors de la Via Francigena, il n'y a pas du tout, c'est pas du tout des zones de flux touristique. Et voilà, donc ça fait vivre les villages. Et petit à petit, les habitants prennent conscience et aussi ont moins peur de voir des gens avec des sacs à dos passer devant chez eux. Et donc voilà, ces marches I Love Francigena, c'est quelque chose qui peut être reproduit sur tous les territoires. C'est vraiment pas du tout compliqué à organiser. Et donc 30 randonneurs par samedi, ça fait plus d'une centaine de randonneurs sur les quatre marches. Et ben, ces randonneurs-là, s'il y en a même 3-4 qui font la Via Francigena, et ben après, ils vont en parler encore à d'autres et encore à d'autres. Et voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir encore plus faire parler de la Via. Et ce projet peut être repris sur tous les territoires. Donc, il suffit vraiment juste de nous demander comment on a organisé. Et voilà, c'est vraiment simple, et avec des intervenants qui venaient parler de la gestion des déchets, du lavoir, du petit village. Enfin, voilà, c'était vraiment aussi la mise en valeur du petit patrimoine rural. Merci, merci Leslie. En plus, on a vraiment accompagné ton intervention avec de très belles images. Donc, c'est toi que je pense que tu avais fait les images pendant ton chemin l'année passée. J'ai pas bien compris quand tu vas partir, alors exactement sur la Francigena de Canterbury à Rome. C'est déjà prévu? Dès qu'on est déconfiné. Ok, là c'est Non, mais noté. par contre, c'est vrai que j'ai fait que quelques kilomètres l'année dernière entre Pontarlier et Lausanne. Et, donc j'étais avec une amie, mais j'aimerais beaucoup partir avec mon fils qui a 6 ans, alors pas cette année, mais voilà, je pense que c'est tout à fait un chemin qui peut être fait avec des enfants. Et voilà, la découverte de la nature, du patrimoine. Et voilà, c'est quelque chose qui peut être très intéressant à faire découvrir aux enfants. Et voilà, je pense que je vais partir avec mon petit garçon très, très prochainement. Tu as touché un point très important et ce vendredi, je vous invite déjà, si vous avez encore envie de partager avec nous les émotions sur le chemin, on va parler avec Céline, une photographe randonneuse qui a déjà fait plusieurs fois le chemin de Compostelle. L'année prochaine, elle va faire le chemin de la Francigena. Elle a déjà parcouru avec son fils Santiago le chemin de Compostelle, et l'année prochaine, avec Leandro, son fils de 7 ans, sur la Via Francigena. Donc oui, c'est vraiment des très belles histoires à partager. Martine, je laisse à toi la parole si tu veux faire une petite conclusion. Je ne sais pas s'il y a des choses à ajouter. Il y a pas mal de questions aussi. J'ai vu aussi que Séverine est là, que je pense que tu connais. Quand tu veux, Leslie et Martine, pour une nouvelle rencontre, et là, Francigena au départ des mondes des J. Donc c'est noté. Oui, les offices de tourisme sont… Pardon Martine, je t'ai coupé. Vas-y. Non, mais les offices de tourisme sont très mobilisés sur la Via Francigena. Et c'est vrai que c'est vraiment les points de rencontre avec les hébergeurs pour les randonneurs, pour les pèlerins. Et ils connaissent leur territoire. Et voilà, c'est vraiment pour moi, presque les meilleurs, avec les randonneurs qui ont fait la Via, ce sont de très, très bons ambassadeurs. Et ils s'approprient de plus en plus le chemin et mettent en place des choses sur leur territoire. Et grâce à eux, voilà, ça vit. Ils font vivre le chemin. Voilà. Ce que je peux rajouter, c'est que confinement oblige, évidemment, tout ça, c'était pour tous les pays, c'est vraiment de l'imprévu et qui nous permet peut-être, voilà, de faire ce qu'on fait ce soir. Mais il faut savoir que début avril, nous devions, et je vois justement un petit mot
du directeur, je crois, d'Office du tourisme de Péronne. Le 7 avril, nous devions être à Péronne, où Leslie allait présenter justement notre travail et leur faire découvrir ce que nous faisions pour leur proposer de reproduire I Love Francigena. J'ai vu également Claire tout à l'heure qui a mis un petit mot. Elle nous attend dans le Pas-de-Calais pour qu'on puisse venir lui offrir, je dirais, notre expérience I Love Francigena. Une dernière chose par rapport à la promotion, c'est vrai qu'il y a les offices du tourisme, l'engagement des maires de certaines communes, mais il y a également, donc je reviens à la Fédération française de randonnée en 2019. D'ailleurs, Leslie, elle a oublié qu'elle a fait aussi une partie des Hauts-de-France. En randonnée pendant quelques jours, au mois d'octobre, nous sommes partis, on était une petite délégation de 4-5, je crois, chanitoises, personnes de Champit, où nous sommes allés marcher sur la Via Francigena dans les Hauts-de-France, puisque depuis déjà, je crois, 3 ans, le comité régional des Hauts-de-France organise 4 jours consécutifs de marche sur la Via Francigena. Et si ma mémoire est bonne, certains jours on était, sur ces 4 jours, certains jours on était 180, et sur les 4 jours, ce sont 700 randonneurs qui ont parcouru la Via Francigena. Mais alors là, on était vraiment dans le pas du randonneur, hein, c'est-à-dire des étapes un peu comme Martine et Bernard aiment bien faire, 30 kilomètres et plus, et ça marchait vraiment, c'était pas le même, c'était un rythme de randonneur, c'était pas un rythme de pèlerin tranquille où on prend le temps de visiter, mais c'est aussi une autre façon de découvrir. Donc, on sent depuis quelques années effectivement que vraiment le chemin prend de l'importance et que tous, on se rend compte, que ce soit les élus, que ce soit les offices du tourisme, tous, on se rend compte que c'est une chance d'avoir sur notre territoire un itinéraire de grande randonnée, un itinéraire culturel européen, et ça, enfin, moi, je me lasse pas d'en parler, de dire, effectivement, partir de la culture anglo-saxonne jusque dans l'Italie, vers le sud, pour moi, c'est quelque chose de très fort. Voilà. Merci, Martine, qui a souligné en fait une chose très importante, cruciale pour la Francigena, que c'est l'itinéraire culturel du Conseil de l'Europe. Donc, à travers 4 pays, et c'est un pont de culture et entre l'Europe de anglo-saxonne et l'Europe de la Méditerranée. Donc, merci encore à Martine, à Leslie et à Julien. C'est grâce à vous qu'on a découvert ces morceaux un tronçon français de la Via Francigena, et j'espère que voilà, les personnes qui ont nous écouté, ils ont envie de se mettre sur la route, mais surtout aujourd'hui nous avons le guide officiel que nous n'avions pas l'année passée, et grâce à Julien, l'auteur du guide. Et donc voilà, une fois que le Covid sera fini, qu'on pourra sortir la maison, j'espère qu'on aura tous envie de se mettre sur le chemin, sur la route. Et la semaine prochaine, on va découvrir le dernier tronçon de la Francigena, la partie anglaise, avec l'ancienne vice-présidente Veliakov et d'autres intervenants. Et on va vivre avec elle, redécouvrir avec elle son voyage en vélo qu'elle a fait en 2007 et 2017. Merci à vous tous. Merci à Michel Thomas-Penet qui a nous suivi jusqu'à maintenant. Et merci à Massimo Tedeschi qui, en certain moment, nous passait un bonjour. Je ne trouve pas son message, mais bon, c'est bien que les présidents étaient avec nous. Et merci à vous tous pour vos commentaires et pour avoir nous soutenu. Et c'est très chaleureux votre soutien. Et à bientôt alors. Ciao. Ciao. Bonne soirée, à bientôt. Merci.